Bonjour à tous, donc je suis Delphine Corlet, conseillère spéciale au sein de la délégation interministérielle à la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Et on résume maintenant assez souvent autisme et autres troubles du neurodéveloppement, même si c'est impropre. Parmi les fonctions que j'occupe au sein de la délégation interministérielle, il y a plus particulièrement tout ce qui concerne les plateformes qui seront abordées dans un autre Zoom. Et par le biais des plateformes, nous avons abordé un certain nombre de sujets que sont notamment la définition de l'expertise des psychologues en libéral pour intervenir auprès des enfants avec troubles du neurodéveloppement, ou, et c'est la thématique d'aujourd'hui, des questions relatives à la guidance parentale. Donc, d'où ma présence aujourd'hui pour parler un peu autour de cette thématique. Donc, en premier lieu, chapeau, Christine est hyper super pour la prouesse technique et l'opportunité qui nous est donnée d'échanger sur ce sujet-là. Deux aspects d'introduction. Je sais qu'il faut que je fasse court pour qu'on ait un temps d'échange plus long. Nous avions évidemment l'intention de travailler sur les notions de guidance parentale et de programmes d'accompagnement parental structuré. Le confinement est finalement un accélérateur de la nécessité d'y travailler. Donc, d'emblée, on s'est mobilisé à la délégation pour mettre un ensemble de ressources à disposition des familles, puisque c'est un défi pour toutes les familles et en particulier pour celles avec lesquelles on travaille. Et Triple P nous a approchés pour offrir son programme en France. Alors, nous avons étudié leur offre et considéré que c'était intéressant au regard de deux critères. Le premier, c'est que c'est un programme en ligne, accessible pour tous en ligne, avec des modules courts et dans un contexte de confinement que tout un chacun vit, c'est-à-dire où on a une triple charge à la maison, on s'occupe des enfants, on tente de faire maîtresse d'école et on télétravaille. Évidemment, imaginer mettre en place un programme de guidance très lourd à la maison était difficile, voire inatteignable. Et c'est un programme qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait ses preuves à la fois pour la population générale, mais aussi pour les enfants avec un handicap avéré, voire et même mis en œuvre dans des pays pour des enfants en attente de diagnostic, notamment dans des provinces canadiennes. Donc, voilà, les deux critères étaient très intéressants. Nous avons négocié ardemment pendant plusieurs séances d'échange la gratuité complète du programme, puisque c'est normalement un programme payant, et nous l'avons négocié cette gratuité jusqu'au 11 mai. Parce que voilà, c'était une date qui correspondait globalement à une certaine logique en France comme pour Triple P. Mais évidemment, les modules de Triple P ne s'arrêtent pas brutalement le 11 mai pour ceux qui se seront inscrits. On a obtenu que toute personne inscrite avant le 11 mai puisse poursuivre le programme d'accompagnement après le 11 mai gratuitement. Donc, il n'y a pas tout d'un coup à payer pour le module suivant, etc. etc. Ça aurait été aussi inenvisageable pour nous de promouvoir un tel programme si c'était devenu payant. Donc voilà pour l'opportunité qui est donnée, c'est-à-dire l'objectif premier est de permettre d'accompagner les familles dans des conditions qui sont vraiment difficiles et qui vont se poursuivre pour un certain nombre d'entre nous après le 11 mai. Donc l'enjeu est aussi de pouvoir alerter tout le monde sur le fait qu'il faut s'inscrire avant le 11 mai pour bénéficier de cette gratuité. Donc ça, c'est à court terme. À moyen et long terme, donc je rebascule sur ce que je disais initialement. À moyen et long terme, dans les enquêtes qu'on fait à la délégation, il y a des témoignages extrêmement nombreux sur le besoin de guidance parentale structurée. C'est pratiquement le premier besoin des familles qui remonte quand on fait des enquêtes, avec une vraie distinction entre formation aux troubles de son enfant
et guidance parentale. Donc, on sait qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et Triple P et sa gratuité et la gratuité à ces modules, c'est plusieurs opportunités. C'est tester l'application pour tout le monde, c'est-à-dire se mettre en situation de voir si ça marche pour nous, si ça correspond à la France, voilà, à tout ça. Donc, c'est un vrai enjeu. On a un objectif quand même de structuration nationale de notre pensée sur la guidance parentale, tout TND confondu, ou plus spécifiquement par type de trouble. Et notamment, et on en parlera dans une autre séance Zoom, dans le cadre des plateformes, 07 d'abord, mais celles qui suivront ou qui seront les mêmes selon l'organisation qu'on choisit, du 7-12. Donc voilà un peu les deux piliers, la nécessité d'apporter une aide par tous les moyens aux familles qui sont face à des situations extrêmement complexes à gérer, et on en est bien conscient dans l'immédiateté, et dans le futur, se donner les moyens collectifs pour avoir un retour d'expérience sur Triple P, voire être en capacité de comparer avec d'autres programmes d'accompagnement parental structuré. Sur les TDAH, il faut savoir qu'ils ont un module TDAH spécifique, mais je laisserai Alexandre et Frédéric développer un petit peu, qui n'est pas accès en ligne, mais qui est très similaire d'après ce que j'ai compris. Et donc, c'est un Triple P aussi utilisé dans certains pays, spécifiquement pour accompagner dans le cadre des TDAH. Voilà, sur cet aspect, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà longuement parlé. Et ce que je propose, c'est qu'on passe tout de suite la parole à Alexandre et Frédéric pour présenter un peu le programme, auquel je me suis personnellement inscrite aussi pour tester, et ensuite à Sylvie. Alexandre et Frédéric, à moins qu'il y ait des questions générales. Je laisse Alexandre et Frédéric présenter, parce que sur la question sur les plus de 12 ans, je pense que c'est dans votre PowerPoint. Tout à fait. Okay. Bonjour à tous, donc je me présente, Alexandre Hubert, je suis pédopsychiatre, je suis praticien hospitalier à l'hôpital Robert Debré dans le service du professeur Delorme. Et donc je suis formé avec ma collègue Madame Mselem au programme Triple P. On s'est formé en Suisse puisqu'il n'y avait pas de formation en France quand le programme était accessible. Donc je vais aujourd'hui vous présenter rapidement à quoi ça correspond le programme Triple P. Donc pour ça, je vais être aidé d'un PowerPoint. Et voilà, si je veux bien, mais je vous le mets de suite. Super. Donc, Triple B, le Triple B, ça correspond à Positive Parenting Programme. C'est un programme qui est australien et c'est de la guidance parentale. Alors, souvent, on se dit, mais la guidance parentale, c'est quoi ? La guidance parentale, ça va être une aide qui est apportée aux parents dans leur rôle éducatif. C'est à destination des parents, donc c'est vraiment fait pour eux. Ce sera eux les interlocuteurs privilégiés. L'idée, c'est de leur donner des conseils et des outils. Parce que parfois, la question, c'est, mais du coup, est-ce que je vous laisse mon enfant et puis vous voyez avec lui ? Non, vraiment, la guidance parentale, c'est pour les parents. Après, évidemment, c'est à destination de l'ensemble de la famille. Et ça marchera d'autant mieux que les deux parents suivent le programme, ce qui est assez logique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, par quels moyens ? Ça va passer par l'écoute, les conseils, on va donner de l'information, on va mettre en évidence les compétences de l'enfant et aussi ses difficultés quand il y en a, et voir quelles sont les stratégies éducatives qu'on peut mettre en place, soit pour favoriser et renforcer les compétences, soit pour essayer de diminuer les difficultés qui peuvent être rencontrées dans la vie de tous les jours. Voilà, merci. Alors, c'est pour qui ? C'est pour tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de distinction. Ça marche pour tous les enfants. Là où il y a des études scientifiques, ce qu'elles ont pu montrer, c'est que ça avait fait ses preuves chez les enfants ayant des troubles du comportement. À savoir qu'on va diminuer l'importance et la survenue des troubles du comportement qui peuvent être surajoutés. Donc, c'est vraiment l'objectif de réduire la prévalence des problèmes. La prévalence, c'est l'apparition des problèmes donc, comportementaux, mais aussi émotionnels des enfants, en améliorant la compétence et la confiance des parents.
C'est, comme vous le disiez, Madame Corlet, un programme qui est validé scientifiquement, qui est recommandé par l'OMS et par le NHS, qui est le système de santé britannique. Il faut savoir que c'est un programme qui existe depuis de nombreuses années, qui a été donc développé par les Australiens. Et ça leur a permis aussi de faire plusieurs études au niveau scientifique, permettant de valider l'efficacité du programme. Et donc, ils ont de nombreuses publications au niveau médical qui montrent l'intérêt de ce programme. C'est partout dans le monde, donc c'est plus de 25 pays. Il faut savoir que ça existe en chinois, en arabe, ce qui montre aussi le fait qu'il n'y a pas de barrière culturelle, il n'y a pas de barrière liée au niveau socio-économique. Il y a des pays qui sont en voie de développement qui l'ont adopté. Donc voilà, c'est vraiment adapté de manière à ce que ce soit le plus large possible et le plus accessible possible. Alors, l'influence des parents, elle va se manifester partout. C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'un parent qui va régulièrement lire une histoire à son enfant, lui parler, ça va favoriser l'émergence du langage chez l'enfant. Et les compétences parentales, on les voit partout dans la vie de l'enfant, que ce soit sur sa santé physique, sur sa capacité à résoudre des problèmes, sur les compétences sociales, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de fournir un cadre qui soit le plus serein possible, de manière à ce que le parent soit en mesure de pouvoir aider son enfant dans les différents domaines du quotidien. On peut passer à la suivante. Attendez, excusez-moi, mais je suis à la bonne diapo ou pas là? Je crois que on peut passer à la prochaine. On peut passer à la prochaine, merci, c'est parfait. À celle-ci? Non, la prochaine. La prochaine, donc c'est la précédente en fait. Non? Non, c'est le d'après. On saute tout ça? C'était juste pour illustrer. Après, les personnes, si elles le souhaitent, peuvent regarder. Non, mais... Alors, attendez, j'essaye de mettre, parce que, en fin de compte, il paraît que vous ne voyez pas en plein écran au niveau des participants le diaporama. Donc, j'essaye de voir comment je peux faire pour que les choses soient différentes et mieux. Là, on est sur la présentation et pas sur la diapo, en fait. Vous voyez en fait, on voit la diapo courante et la diapo suivante. Oui, comme en mode présentateur. C'est ça. Et là Toujours. Et là, vous voyez mon écran. On voit les notes perso, Alexandre. Ouais, on voit tout. Pour l'instant, on est toujours sur le mode présentateur. Je ne sais pas qui a mis ces notes. Du coup, je ne vois plus rien. Bon, alors, on va prendre le partage d'écran. Donc là, vous voyez quoi là? Ah, là, c'est bien. Là, tu es sur le logiciel PowerPoint. Mais on voit mieux là, vous voyez le PowerPoint à l'écran ou? Oui, mais pas la diapo. C'est pas la diapo en fait qu'on voit là. C'est le PowerPoint. D'accord. Non, mais parce que j'ai plusieurs écrans et du coup. Tu ne dois pas partager le bon. Mais j'ai du mal mieux déjà parce qu'on n'a pas les commentaires. Ah, parce que vous voyez mon écran avec les commentaires que j'ai mis et que vous me voyez bouger. Ah, c'est les vôtres, d'accord. Non, pas les miens, c'est ceux de la réunion, mais c'est pour pouvoir les voir. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est que vous ne voyez pas le bon écran. Donc, quelqu'un suggère de faire F5. Ah, c'est des petits malins. Alors, Alt F5 ou F5? Contrôler. Et après... Désolée. Mais mince. Mais Christine, on voit très bien là, comme ça. Ah non, mais c'est pas le bon. Ça y est, j'y suis. C'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, comment je fais moi pour avancer? Là, c'est bon. Mais alors, du coup, je ne sais pas si c'est le... Est-ce que c'est juste possible d'avoir la diapo d'avant? Parce que du coup, je pense qu'on en a loupé quelques... On en a loupé encore. Voilà, on était là. On en était là? On est bon. Super, merci. Donc, ouais, c'est bon. Non, mais là, du coup, je partage le bon écran. Mais c'est de ma faute, en fait. J'ai compris. Et du coup, on peut passer la diapo, parce que du coup, celle-là, on l'a vue.
C'est celle-ci? Voilà. Donc, c'est un programme d'intervention précoce. L'idée, ça va vraiment être d'essayer d'être présent le plus précocement possible, puisqu'en fait, plus on va pouvoir prendre en charge rapidement les choses, mieux ce sera. Le but, c'est donc favoriser les relations positives entre les parents et les enfants et voir comment est-ce qu'on peut développer des stratégies pour faire face aux différents comportements problèmes. Diapo suivante. Merci. Du coup, pour l'enfant, le but, ça va être de réduire les comportements perturbateurs. On va aussi permettre la réduction de l'anxiété. Et sur des études à plus long terme, on a pu montrer que ça permettait également la réduction de tout ce qui va être abus de substances ou de comportements délictueux. Pour les parents, on va avoir une réduction des dépressions et du stress. Et puis, par ricochet, on va avoir moins de conflits dans le couple, une meilleure vie professionnelle. Et du coup, tout ça va tendre à améliorer la situation familiale. Ah, au secours. Voilà. Voilà, merci. Donc, sur l'impact du programme Triple P, quelqu'un tout à l'heure demandait si ça avait une efficacité sur les enfants de l'âge de 12 ans. En fait, ce qui a été montré, c'est que l'évidence la plus forte, elle va être chez les plus petits, donc entre 3 et 10 ans. Parce que les comportements, c'est le moment où ils sont le plus malléables, c'est le moment où on apprend le plus. Ça va encore avoir une efficacité de 11 à 18 ans, mais l'évidence, elle sera moins forte. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que plus l'enfant grandit, plus l'impact sera moindre, puisque après, les comportements, ils sont présents depuis un certain temps, et du coup, c'est plus difficile de pouvoir les modifier si c'est nécessaire. Ah, j'ai annoté encore. Attendez, je prends la gomme. Hein. Non, mais de temps en temps, il y a des enfants qui viennent faire des gribouillages sur vos plateaux. Alors, les 5 principes de la parentalité positive, ça va vraiment être de créer un milieu familial qui soit stable, harmonieux et propice au soutien, créer un environnement positif et stimulant, propice à l'apprentissage, et on va avoir recours à la discipline positive, ce qui veut dire prendre des décisions et s'y tenir, c'est-à-dire que quand on a décidé que telle chose était importante, et bien, du coup, il y a des règles qui existeront par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est aussi avoir des attentes réalistes, c'est-à-dire ne pas demander à un enfant des choses qui ne sont pas adaptées à son âge, par exemple, mais c'est aussi et surtout ne pas s'oublier soi en tant que parent et prendre soin de soi. Oui, mais là, je suis en mode à noter. Donc, du coup, je ne peux plus bouger. Oh là là. C'est bon. En pratique, le préambule, ça va être de jouer avec son enfant, c'est-à-dire qu'il va falloir passer du temps de qualité avec lui. En jouant avec son enfant, on va instaurer un moment privilégié, un moment positif. On va casser la boucle du « il est pas sage, je crie et on s'épuise ». Et on va renforcer, pour les parents et pour les enfants, l'existence de moments agréables dans le quotidien. Les objectifs, ça va être d'encourager les parents en renforçant leur confiance dans leurs compétences et leurs connaissances. Le but, c'est vraiment de promouvoir le développement des enfants dans un environnement qui est non violent, protecteur et stimulant. Et ça va permettre de promouvoir, bien sûr, leur développement, mais la croissance, la santé et les compétences sociales des enfants et des adolescents. C'est ce qu'on voyait au début de la présentation, comme étant les éléments sur lesquels le parent va avoir une influence. Sur ce que ça va entraîner, chez l'enfant, ça va diminuer l'incidence des mauvais traitements. Ça va aussi diminuer l'incidence de certaines maladies mentales telles que l'anxiété et d'autres problèmes qui peuvent survenir, et les problèmes de délinquance, comme je vous le disais précédemment. Chez le parent, on va augmenter ses compétences, ses connaissances, mais aussi son auto-efficacité. L'auto-efficacité, ça correspond à quoi? Ça veut dire que dans le programme, il est demandé aux parents de dire, voilà, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place et quelles sont les choses positives que vous avez réalisées et quelles sont les choses à améliorer. Et c'est vraiment toujours comme ça que les choses sont abordées, à savoir, on va chercher 2 choses positives et une chose à améliorer dans les tâches qu'on s'était fixées entre les 2 modules. L'approche positive, ça va passer par le fait de féliciter l'enfant, c'est-à-dire qu'on va
féliciter sur ce qui est réussi et encourager ce qui n'est pas atteint. Là où c'est important, c'est que en France, ce n'est pas forcément dans notre éducation le fait de féliciter ou d'encourager. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, on le fait, mais on n'est pas du tout à l'américaine où on peut féliciter ou encourager de manière plus importante. Et ce qui est important, c'est de se souvenir qu'il y a certaines choses qu'on a appris, principalement parce qu'on a été renforcé sur le mode de l'encouragement et de la félicitation. Typiquement, lorsqu'on apprend la propreté au tout petit, c'est parce que les parents vont répéter « super, bravo, je suis fier de toi et je suis très content » qu'on va réussir à acquérir cette nouvelle compétence. Les parents, c'est eux qui sont directement acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont choisir dans le programme les outils qui sont proposés, ceux qu'ils souhaitent utiliser. Ce n'est pas le programme qui va dicter la marche à suivre aux parents. Et ça va aussi permettre de renforcer l'autonomie et la compétence du parent. Alors, ils ont fait des... Hop. Bon, après, je la connais, mais en gros, ils ont fait des études pour essayer de voir quel était pour les parents le média et le support le plus agréable, le plus utile pour pouvoir bénéficier du programme. À la base, c'est un programme qui est construit pour être en groupe. Il se trouve qu'en Australie, vu que tout le monde n'habite pas côte à côte, forcément, ce n'était pas forcément évident de pouvoir réunir tout le monde. Et du coup, ils ont développé différentes autres sources. Et il y a notamment eu Internet qui a été plébiscité par les parents. Et c'est pour ça qu'a été créé Triple P en ligne. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, puisque c'est ça qui est accessible. Donc, Triple P en ligne, ça reprend en fait les 8 modules du programme de groupe, mais sur une version informatisée qui reste interactive. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Merci. Donc là, en fait, on voit, quand vous arrivez sur la page d'accueil, on vous propose de regarder le module spécial qui a été élaboré par rapport à l'épisode de Covid-19 actuel. Et juste en dessous, vous avez le programme Triple P dans son intégralité. Alors, je lis les questions. Alors, voilà. Il ne reste plus beaucoup de diapos. Si vous voulez, après, on peut passer aux questions. On va vous demander de sélectionner les sujets, c'est-à-dire là où vous êtes le plus en difficulté. Ça ne veut pas dire que les autres éléments ne seront pas abordés lors du programme, mais du coup, ce sera le focus qui sera mis sur ce que vous aurez sélectionné. Et après, sur la diapo suivante, merci. Là, c'est le tableau de bord, c'est-à-dire que vous avez les différents modules. Donc, le module 1, ça va jusqu'à 8. Pour passer au module 2, vous êtes obligé d'avoir passé le module 1. Et une fois que vous avez validé un module, vous avez accès à des ressources, à savoir, en règle générale, des éléments qui résument ce que vous avez abordé lors du module 1. Évidemment, quand vous avez passé un module, vous pouvez revenir sur les modules précédents s'il y a des choses que vous voulez revoir. Et les modules, ils sont interactifs avec de la vidéo. On va vous demander aussi, vous, d'écrire des choses de manière à essayer de personnaliser au maximum les aides qui peuvent être apportées. Voilà, ça c'est un exemple de fiches qui peuvent être disponibles une fois qu'on a validé le module, où on va reprendre en fait ce qui a été vu dans le module sur, par exemple, comment gérer le stress. C'est quoi le stress? Qu'est-ce qui cause le stress? Comment est-ce qu'on fait pour réduire le stress? Alors là, c'est illisible parce que du coup, c'est condensé sur une diapo, mais c'était juste pour vous illustrer les fiches qui peuvent être accessibles par la suite. J'arrive. Voilà, et voilà, c'était fini. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc on va passer la parole, on va enchaîner assez vite comme ça après, parce que quelque part les PowerPoint répondent à des questions un peu par anticipation. Il y a une question assez drôle quand même qui vient de Facebook qui dit voilà, moi je suis toujours obligée de négocier un salaire pour pouvoir, c'est donnant, peut-on dire que c'est positif ou bien me prend-il en otage dans ces situations? Voilà. C'est la question. Alors, pour moi, c'est souvent la question de la carotte et du bâton. C'est souvent la critique qui peut être faite. Je pense qu'en fait, il faut plus changer sa manière de voir les choses. À savoir que, typiquement,
Si moi, et je prends l'exemple de un exemple personnel, savoir quand moi j'étais étudiant en médecine, quand j'ai fait mon stage en psychiatrie, c'était un des rares stages où on me remerciait à chaque fois que j'étais bien en entretien, on me remerciait à chaque fois que je rangeais les examens complémentaires et où vraiment, enfin, j'étais remercié beaucoup plus que dans d'autres disciplines. Alors, c'est pas forcément ça qui a fait que j'ai choisi pédopsychiatrie, mais peut-être que ça a participé. En tout cas, ce que je vais dire par là, c'est que moi, j'étais très content de venir travailler le samedi matin. Alors qu'on aurait très bien pu me l'imposer, le fait de me dire bah, vraiment merci, ça m'a aidé et c'était important que tu sois là, forcément, ça m'a plus motivé à faire les choses. C'est pour moi exactement le même principe, c'est-à-dire que si vous dites à votre enfant, bah voilà, là, je suis resté une demi-heure au téléphone, tu ne m'as pas dérangé, vraiment, je tenais à te remercier parce que ça m'a vraiment rendu service et j'ai vraiment apprécié que tu puisses réussir à t'occuper une demi-heure tout seul. Bah, je pense qu'on va renforcer le fait que l'enfant ait réussi à le faire. Et que ça marchera mieux que si on dit, si tu ne me laisses pas tranquille pendant une demi-heure, tu seras privé de télé. Ça, c'est sûr, ça marche mieux. J'ai pas réussi à trouver Nathalie dans les participants. Donc, j'ai pas pu lui ouvrir son micro. Donc, elle m'a dit que tu peux ouvrir mon micro, mais je lui ai demandé combien. C'est pas la bonne idée. Non, mais j'ai pas réussi à lui ouvrir son micro. Désolée, Nathalie. J'ai demandé à Michael d'ouvrir. Ça a marché, en fait. Tu m'as trouvé. Bon, j'ai même pas eu le temps de négocier un salaire. Non, mais c'est peut-être pour. Mais bon, ça va anticiper un peu sur la suite, mais pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Alexandre Hubert et sur ces questions que nous posent beaucoup les parents dans les groupes de parents, et en particulier, moi je parle des groupes Barclay dont j'ai l'habitude, sur le système de points. Est-ce que ça ne va pas justement les faire rentrer dans un système de négociation, on n'a jamais rien sans rien, etc. Et c'est vrai que quand même, ce qui est décrit, c'est que ce sont des enfants qui ont besoin d'être particulièrement motivés pour se mettre à l'effort. Et souvent, ces systèmes, c'est juste pour leur donner ce déclic-là et pour des automatismes, pour qu'ils arrivent à acquérir certaines routines. Et après, une fois qu'ils sont sur des rails, finalement, les points, on peut les enlever. Ce ne sont pas des enfants qui vont être tout le temps là-dessus, mais il faut le réfléchir vraiment parce qu'ils ont besoin de cette accroche, de cette motivation. Alors, on peut dire que c'est une motivation extrinsèque, parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais en même temps, comme le disait mon collègue, on a aussi besoin de ça tous pour avancer. Donc, c'est pas, ça n'a rien d'anormal. Et c'est vrai que dans le TDAH, en tout cas, c'est vraiment les stratégies qui fonctionnent. On peut pas. Je crois que quel que soit le programme, parce que là on parle de ce qui est pareil ou différent entre Barclay, Triple P, etc. Dans tous ces programmes, il y a cette idée d'augmenter la motivation, de renforcer par des systèmes de récompense et de valorisation. Et c'est incontournable dans le TDAH, vu le profil de ces enfants qui ont du mal avec l'effort et la mise en route. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je recoupe mon micro discrètement. Donc là, je vais passer la parole à Sylvie qui va répondre à un certain nombre de questions parce qu'il y a des parents qui demandent là quelle est la différence avec d'autres programmes. Et Sylvie qui est parent expert et éducatrice et qui propose des programmes de guidance parentale de type Barclay, donc connaît un peu différentes modalités de guidance et va pouvoir nous éclairer là-dessus. À toi, Sylvie, ton micro est ouvert, j'espère. Alors ça, c'est moins sûr. Alors, je cherche Sylvie dans les participants, mais... Oui, ça y est. Voilà, merci. On m'entend là. Oui, c'est bon. Ok. Donc bonjour, moi je suis Sylvie Borona. Donc je suis maman de 2 enfants TDAH qui ont aujourd'hui 17 ans et 14 ans. Je suis également monitrice éducatrice spécialisée dans les troubles du développement et des apprentissages et je travaille dans une maison de santé et aussi au CHU Saint-Éloi à Montpellier. Voilà, ça c'était pour me présenter. Mais là, je vais surtout vous parler, je vais vous parler de ma place de maman par rapport à l'expérience que j'ai puisque je vais vous donner mon point de vue sur la guidance parentale
qui, à mon avis, est effectivement indispensable. Alors, la guidance parentale, quelque part, moi, je trouve qu'être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Bon, finalement, la guidance parentale, ça pourrait être un petit peu comme une sorte de mode d'emploi pour tout parent, finalement, dans le cadre de troubles ou pas. Par contre, quand il y a trouble, là, cela devient indispensable. La guidance parentale doit absolument se faire dès le plus jeune âge quand c'est possible pour pouvoir justement modifier, ajuster, on parle d'ajustement, ajuster un certain nombre de comportements et s'adapter aux troubles de l'enfant, ce qui va lui permettre de progresser. Christine, je n'ai pas mes slides. Si, alors attends, il n'est pas présenté comme… ok, si, c'est bon. Non, vas-y, reviens en arrière, pardon. Ah oui, il est pas… Excuse-moi, voilà. Donc, la guidance parentale, dans un premier temps, donc moi j'en ai bénéficié au CHU Saint-Éloi il y a maintenant 10 ans, hein, donc ça fait assez longtemps, je l'ai pratiquée longtemps. Je la pratique toujours aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qu'en tant que parents, Marie et moi, nous avons assimilé, nous en sommes vraiment saisis, nous l'utilisons toujours aujourd'hui. Nous l'avons évidemment adapté et nous évoluons puisque ce sont des adultes. Donc, la guidance parentale, vraiment la priorité quand je vais faire un zoom sur les enfants qui présentent des troubles, hein, en l'occurrence. La guidance parentale, elle va avoir dans un premier, il faut identifier les symptômes, hein, donc l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Il faut déjà commencer par comprendre les troubles associés. Donc, les troubles associés sont nombreux. Hein, vous avez le trouble oppositionnel avec provocation, la dysrégulation émotionnelle, les troubles du sommeil, les troubles des apprentissages. Donc, vous voyez, l'anxiété, ça peut être vraiment au quotidien extrêmement envahissant et ça va bouleverser complètement une vie familiale. Donc là, tu peux… Voilà, alors pourquoi ça bouleverse? Parce que, comme je l'ai dit, les troubles du comportement sont très envahissants au quotidien, à la maison comme à l'école. Hein. D'ailleurs, ils peuvent l'être aussi. Donc là, on parle de la maison. Donc, les enfants manifestent des comportements que l'on appelle inadaptés. Ces comportements inadaptés sont inhérents aux troubles. On est d'accord, hein, il ne faut pas exprès. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de la guidance, c'est de comprendre ces troubles et de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Il a donc des comportements inadaptés. Ça va induire des comportements également inadaptés chez le parent. Donc, ça va dégrader l'ambiance de la famille et aggraver la manifestation des symptômes et les troubles du comportement qui vont aggraver les comportements inadaptés des parents. Donc, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. C'est primordial et c'est cette guidance qui va permettre d'arriver à rompre. Donc, les comportements inadaptés, je vais définir, effectivement, je précise un petit peu. Chez l'enfant, ça va être le manque d'obéissance, le manque d'autonomie, le manque d'autonomie important, parce qu'évidemment, à chaque tranche d'âge, il peut y avoir un manque d'autonomie, c'est tout à fait naturel. Là, c'est particulièrement flagrant chez les TDAH et ça peut durer longtemps. L'intolérance à la frustration, c'est très, très présent. Troubles oppositionnels, dysrégulation émotionnelle, tout ça, c'est un petit peu lié. L'agitation, l'impulsivité, voilà, là, on est dans les comportements inadaptés parce qu'ils sont fréquents et durent depuis longtemps. Chez le parent, ça va induire d'autres comportements inadaptés, c'est-à-dire une incohérence éducative. Ça va être très, très compliqué pour les parents d'arriver à être cohérents et de s'entendre, de faire face aux troubles de l'enfant ensemble. Chacun y va finalement un petit peu de son idée, c'est moi qui ai raison, mais parce qu'on parle finalement d'impuissance. Pardon, je n'ai pas fini. On parle un petit peu d'impuissance éducative. On ne sait plus comment faire pour résoudre les problèmes qui se présentent. Donc, finalement, on crie beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de colère. En effet miroir aussi, hein, l'enfant fait des colères. Du coup, on va aussi souffrir de dysrégulation émotionnelle. Et puis, la conséquence, on va beaucoup punir, hein, des punitions à répétition qui sont toxiques et qui vont aggraver les symptômes de l'enfant. Allez, tu peux y aller. Attends, c'est toujours un petit peu décalé entre vous et moi. Donc, pas de souci. Alors, les conséquences pour la famille, elles sont importantes, hein, rapidement, et elles s'inscrivent dans la durée. Et effectivement, pour reprendre les propos du docteur Hubert,
ça va finalement se figer avec le temps et c'est là que ça va devenir vraiment très problématique à partir de l'adolescence et chez les jeunes adultes. Donc, plus on intervient tôt, mieux c'est, mais il n'est jamais, je dis toujours, il n'est jamais trop tard. On peut toujours agir. Donc, on s'y prend de manière un petit peu différente. Alors, les conséquences pour la famille, c'est beaucoup de répétitions de consignes simples, va te doucher, va te laver les dents, et on va répéter 10 fois. C'est normal de répéter avec un enfant, mais là, on va répéter exagérément. Donc, il y a de l'énervement. Il y a aussi une altération forcément progressive de la relation parent-enfant, puisqu'il y a un épuisement, un stress, un épuisement psychologique, physique chez le parent qui finit par devenir qui finit par prendre beaucoup de place. Il y a aussi un sentiment d'incompétence, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, une baisse de l'estime de soi qui pose vraiment aussi beaucoup de problèmes chez les parents, qui finissent par, vous voyez, c'est une boucle là aussi, qui finissent par souffrir progressivement de dépression ou d'état dépressif, hein, je ne saurais pas comment vraiment préciser ça, avec des conséquences, là aussi, on le voit bien, hein, statistiquement, pardon, des conséquences parfois dramatiques hein, qui peuvent aller jusqu'à la séparation d'un couple directement, mais cette séparation, elle est souvent directement liée, même s'il y a d'autres facteurs, liés aux troubles de l'enfant. Tu peux passer. Il y avait 2 fois la diapo. Hein. Oui, c'est pas normal. Tu peux passer encore. Bon, oui, j'avais vu. Je l'ai vu tard. Donc, je l'ai laissé. Voilà. Alors, faire face au TDAH, pour moi, il y a 2 étapes. Faire face au TDAH grâce à la guidance. La guidance, elle doit déjà permettre de comprendre ce qui se passe. C'est quoi le diagnostic de mon enfant? C'est quoi un TDAH? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la triade symptomatique, l'inattention, etc. Donc, il faut comprendre le diagnostic, comprendre qu'il ne le fait pas exprès, qu'il a des comportements inhérents aux troubles. Ensuite, il va falloir du coup commencer dans une première étape à observer les mauvais comportements de l'enfant, hein, de part et d'autre aussi, puisqu'il va falloir observer aussi quels sont nos comportements inadaptés, nous, en tant que parents, en réponse à ces comportements-là. Voilà, il faut progressivement aussi, enfin, je dis progressivement, hein, même si c'est un peu urgent, rétablir la communication du couple. Il faut faire face ensemble. S'il n'y a pas de cohésion, ça va être compliqué. Vous le disiez aussi hein, tout à l'heure, Alexandre, s'il n'y a pas de cohésion, c'est compliqué. C'est mieux d'avancer à 2, mais on peut y arriver seul aussi. Donc, l'étape 2, c'est l'ajustement. Alors, l'ajustement, c'est tout un programme. Quand on parle d'ajustement, on parle de stratégie adaptée en réponse à chaque manifestation de troubles chez l'enfant. Est opposant, je fais quoi? Il fait des colères, je fais quoi? Alors moi, je connais très bien évidemment le programme Barclay qui finalement répond à une réponse à chaque thème que je viens de citer. L'estime de soi, c'est la priorité, c'est un peu le socle, travailler sur l'estime de soi de l'enfant, le valoriser, le motiver. Finalement aussi travailler sur l'estime de soi parentale. Ça, je reviens à la fin, enfin, je vais y venir. Donc, travailler sur le lien parent-enfant, hein, des moments de qualité, vous l'avez aussi évoqué, c'est très important de recréer du lien parce que ce lien, il est altéré avec le temps tellement c'est difficile au quotidien et tellement on crie beaucoup. Voilà, la régulation émotionnelle de la famille, gérer les crises, apprendre à gérer les crises. Ce ne sera jamais parfait hein, pour tous les points. Il y a toujours, mais on peut améliorer. Il restera toujours des difficultés, le trouble ne disparaît pas, mais on peut vraiment améliorer la situation de la famille. Et l'estime de soi parentale, c'est ça, c'est prendre soin de soi. C'est aussi se replacer finalement en priorité, enfin en tout cas presque, c'est se dire que si on va mal, on ne pourra pas aider son enfant. Donc il faut aussi penser à faire en sorte d'aller mieux pour pouvoir mieux aider son enfant. C'est compliqué hein, ce que je dis, j'en ai conscience. Mais c'est la démarche. Tu peux y aller. Donc, devenir un parent expert, c'est l'idée. Donc, devenir un parent expert, c'est ce que je vous disais, comprendre le trouble, comprendre vraiment en quoi ça consiste exactement. C'est ajuster l'éducation. On ne revoit pas toutes les méthodes éducatives, on procède à des ajustements, ce n'est pas pareil. Mais ces ajustements sont déterminants.
Voilà, ces ajustements, ils vont permettre aussi de retrouver un sentiment de compétence. Ils vont remettre les parents en situation de réussite face à l'enfant. Le but, c'est d'être heureux dans son rôle de parent, parce que quand on élève des enfants qui souffrent de troubles, quels qu'ils soient, c'est difficile d'être heureux. Ça déjà, c'est un super objectif d'être heureux, mais souvent on est malheureux. Alors, il faut déjà se fixer l'objectif de se sentir mieux et peut-être d'être heureux. Voilà, il faut permettre à l'enfant de surmonter ses difficultés. Puis si on permet à l'enfant de surmonter ses difficultés, il va lui aussi à son tour être heureux. Si vous êtes heureux, il est heureux. Ne surtout pas oublier la guidance parentale, c'est la force aussi de la guidance parentale, c'est que si vous revoyez vos méthodes, si vous procédez à des ajustements, vous allez aussi comprendre que le TDAH, ce ne sont pas que des faiblesses, ce sont aussi et surtout des forces. Les enfants TDAH, les adultes TDAH, ce sont des personnes qui sont souvent spontanées, créatives, elles sont curieuses, elles sont drôles, elles ont de l'humour, elles sont volontaires, elles ont beaucoup d'énergie, elles sont dynamiques, elles sont rapides. Donc tout ça, c'est souvent malheureusement mis de côté. Et on ne voit que les difficultés que représente le TDAH, tellement c'est envahissant. Donc voilà, vous voyez, la guidance pour moi, elle est vraiment indispensable. Pour le programme Triple P, je me suis inscrite aussi. Le programme Triple P, pour moi, je ne l'ai pas encore terminé, c'est en cours. Il est vraiment très bien construit, il est accessible, il est convivial, il y a vraiment beaucoup de ressources, de fiches outils, de fiches toutes prêtes à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment, il y a un côté très pratique. Ça alterne, chaque thème est abordé par le biais de vidéos avec des simulations de parents. Dans des situations précises, une colère, comment je fais face à une colère, tout ça c'est très très bien expliqué. Alors, j'ai juste un petit, par rapport aux enfants qui ont des troubles, moi je conseille aux familles, de ma place d'éducatrice, je conseille aux familles de s'inscrire vivement et de faire le programme. Je les préviens juste de faire attention, de prendre du recul, parce que quand les enfants ont des troubles, on peut se retrouver malgré tout en situation d'échec. C'est pas facile de suivre le programme sans être guidé et sans être soutenu par le biais, je parle là du lien, par le biais d'Internet, et de ne pas être soutenu. Je pense que ça peut être compliqué d'appliquer et compliqué de poursuivre et d'aller au terme du programme. Mais c'est tout, c'est vraiment le seul petit bémol, parce que sinon, de toute façon, on voit bien que tous les thèmes abordés, pour moi, c'est d'une évidence, mais ça va mieux en le disant et ça va mieux en le montrant. Voilà, merci beaucoup Sylvie, parce que d'abord c'était très concret. Je dois dire que j'ai enfin pu me connecter en Facebook Live sur un autre ordinateur qui me rend un peu distraite par moment, mais c'est sympa parce que du coup je peux lire les commentaires un petit peu en direct et sur notre page et sur Facebook. Et il y a quand même là dans ton intervention beaucoup de parents qui se reconnaissent dans la difficulté, voilà, ils ont beaucoup apprécié ton intervention et celle de la présentation de M. Hubert. Et il y a beaucoup de questions, où est-ce qu'on le trouve, où est-ce qu'on fait. Et donc, il y a une question qui concerne Nathalie, puisqu'il demande, mais sur quoi on se base pour dire que c'est valide, etc. Et je crois que Nathalie a préparé 3 petites diapos, donc c'est très court. Donc, on va les passer. Si tu peux reprendre ton micro. Nathalie Franck. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça y est, j'étais oui, donc la question, moi, c'était pour parler d'abord des recommandations internationales sur l'UPEHP. C'est un nom un peu barbare, mais c'est les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Donc, c'est la façon, c'est la dénomination générale pour tous ces groupes de parents qui sont Triple P, Barclay. Il y en a un autre aussi, dont je vais parler. Donc, c'est un peu la dénomination. Donc, Christine, peut-être tu peux envoyer la diapo. Alors, je suis ravie qu'on ait la présence de Delphine Corlet avec nous, parce qu'elle est très engagée justement sur l'idée de mettre en place des choses efficaces pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et le TDAH en particulier.
il faut reconnaître qu'on a beaucoup de retard en France et je voyais passer là dans la discussion instantanée des parents qui disaient mais pourquoi on n'a pas ça, pourquoi on ne nous le propose pas. Donc effectivement, c'est un défaut français parce que c'est quand même dans les recommandations, c'est très clair. Donc on peut prendre, là ce sont les 3 recommandations internationales qui ont le plus de validité, qui correspondent le mieux dans la façon dont elles ont été faites, qui sont le plus en accord avec ce qu'on attend d'un groupe d'experts. Et donc, dans ces 3 recommandations, tout le monde est quand même très au clair sur le fait que c'est la première ligne d'action dans le TDAH. Je dirais même que pour ceux qui sont les plus récents et qui font souvent référence, c'est les recommandations NICE que j'ai mises en premier et qui sont de 2018. Et pour eux, en fait, il ne faut même pas attendre le diagnostic de TDAH pour faire de la guidance éducative parentale. Il faut le faire dès qu'on a une suspicion par l'école, par le médecin généraliste, c'est-à-dire on n'a même pas vu le pédopsychiatre, on n'a pas poussé la porte du cabinet, qu'on est déjà en fait dans un groupe de parents parce que c'est la première ligne. Ils disent on fait d'abord ça pendant 10 semaines, eux ils donnent en plus un délai de temps et au bout de 10 semaines, s'il y a toujours une gêne importante, effectivement on va jusqu'à la consultation spécialisée. Mais si on n'a pas, on reste comme ça. Parce que pour eux, finalement, il suffit d'avoir quelques symptômes. Finalement, c'est aussi ce que disait Sylvie, la guidance éducative, c'est bon pour tous les parents. Sauf que quand il n'y a pas de trouble particulier, à la limite, on peut faire un peu comme on veut, ça se passera pas trop mal. C'est vraiment, ce sont les enfants qui ont, alors là je parle du TDAH, mais on sait qu'ils sont beaucoup plus difficiles en fait dans la gestion du quotidien, par leur manque d'autonomie, par leurs symptômes d'opposition. Donc là, on a besoin en fait de quelque chose de cadré pour les accompagner. Et c'est vraiment reconnu clairement, c'est-à-dire que c'est la première chose à faire avant même de poser le diagnostic, en réalité probablement pour les experts. Donc ça, ce sont ces recommandations-là pour les… Oui, voilà, je voulais interrompre juste pour dire que en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire, avant que tu passes au point suivant, de décrire ce que c'est la stratégie de la stratégie nationale. C'est-à-dire qu'en mettant en place les plateformes de prise en charge précoce et dans l'idée des soins à mettre en place avant même un diagnostic, c'est vraiment en première ligne la guidance parentale. Mais ce pari-là, avec une prise en charge sécurité sociale, n'est pas tout à fait gagné. Je crois que ce sont des négociations qui sont âpres. Et donc, on remercie Delphine d'être là, parce que, n'est-ce pas Delphine? Oui, vu que vous me passez la parole, je confirme. 2 secondes et qu'on va laisser reprendre après Nathalie, mais je trouve que c'est intéressant de rebondir. Je confirme en fait que c'est tout l'objet de la stratégie nationale qui a été de constater que le diagnostic a trop longtemps été le Graal pour avoir des interventions adaptées et qu'avant, il y a une errance diagnostique qui fait que les parents sont très longtemps en recherche d'explications sur les troubles de leur enfant sans avoir véritablement de réponse, ou en tout cas des réponses un peu diverses et éparses. Ça leur coûte très cher parce qu'ils vont voir une multiplicité de professionnels qui ne sont pas coordonnés entre eux. Et donc, tout l'objet de la stratégie a été de créer, sans remettre en cause l'importance du diagnostic, c'est fondamental. Il faut un diagnostic pour adapter les interventions derrière. Mais l'objectif de la stratégie est de créer la brique précédente, ça, c'est-à-dire du repérage au diagnostic, en disant il y a tout ce parcours qu'il faut structurer. Et évidemment, vu qu'on n'a pas le diagnostic, c'est tout enfant présentant un écart inhabituel de développement, dont on sait pour les enfants, une grande partie d'enfants, que si on n'a pas diagnostiqué le handicap et qu'il y a un écart inhabituel au développement, c'est probablement dans le spectre des troubles du neurodéveloppement. Donc, on va rechercher, on va essayer de structurer le parcours, du repérage au diagnostic. Et sur cette structuration de parcours, je confirme qu'il y a un énorme manque, c'est-à-dire qu'on est en train de structurer les interventions, quel professionnel intervient à quel moment, pour quelle partie du diagnostic, mais il y a un manque qui est l'accompagnement en continu, qu'est la guidance parentale. Et donc là, c'est tout l'objet de la stratégie, de la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est quoi comme guidance, à quel moment, pourquoi faire, quel type de programme, etc. Et du coup, je repasse la parole à Nathalie. Voilà, je vous laisse.
Mais voilà, c'est vrai que c'est un enjeu qui est majeur aujourd'hui parce que c'est clairement démontré comme étant ce qui est efficace et la première ligne avant même ou plus ou moins en parallèle avec la stratégie du traitement médicamenteux qui est aussi préconisée parfois assez rapidement et là aussi on est en retard, hein, mais on ne va pas rentrer dans cet autre débat. Mais en tout cas, pour les groupes de parents, puisqu'en fait, c'est le modèle qui est le plus viable au niveau économique, c'est de faire des groupes. Et en plus, je trouve qu'au-delà de ça, c'est beaucoup plus riche, en fait, les échanges entre parents, les échanges de stratégies, de vécu. C'est beaucoup plus porteur pour moi, en tout cas, et pour les retours des familles, que de faire du Barclay en individuel, ce que j'ai pu faire aussi par ailleurs. Donc, voilà, c'est vraiment la première ligne. Pour les autres recommandations, donc je ne détaillerai pas, mais effectivement, pour eux, c'est la première chose qu'on fait quand il y a un diagnostic de TDAH, avant de se poser la question d'un traitement médicamenteux ou pas, mais qu'il y ait des comorbidités ou non, il faut une psychoéducation parentale, il faut simplement expliquer aux parents comment ajuster leur stratégie, leur démarche éducative par rapport aux particularités de leurs enfants. Parce qu'en fait, on sait très bien que ce sont des enfants qui ne répondent pas aux mêmes règles éducatives, en particulier les punitions. Évidemment, ça c'est ce qui est le plus caractéristique, c'est des enfants avec le TDAH pour qui les punitions ne sont pas du tout efficaces et sont même contre-productives en fait. Plus on punit un enfant, moins il va améliorer son comportement. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins avoir les bases pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis et, comme disait Sylvie, rentrer dans des cercles vicieux d'hyper-punition où finalement plus personne ne sort la tête de l'eau et l'ambiance familiale est saccagée. Donc je reprendrai ma diapo suivante, hein, j'ai presque terminé pour qu'on puisse faire ce débat. Voilà. Donc la cible, alors pour autant de ce qu'on sait de ces programmes, quels qu'ils soient, Triple P, Barclay, etc., ils ne vont pas tout améliorer. Il ne faut pas non plus en attendre. Ce n'est pas parce que vous faites les techniques que votre enfant va avoir une capacité d'attention décuplée, qui ne va plus bouger jamais, qui ne va plus être impulsif. En fait, ça ne va pas vraiment changer les symptômes de l'enfant, mais ça va changer la façon dont on les perçoit et finalement le retentissement que ces symptômes auront dans la vie de la famille. Donc, ça va changer surtout cette dimension de stress parental et de sentiment de compétence. C'est vrai que du coup, il y a cette idée de « je suis parent, je reprends le contrôle et je vois que mon efficacité finalement augmente, ou en tout cas, si je ne suis pas efficace, je sais pourquoi et je ne me remets pas en question en me disant que c'est moi qui ne sais pas y faire, etc. » Donc, ça, c'est quand même très important. Et sur les échelles, ça change surtout les comportements perçus par le parent. Et c'est vrai que ce qu'on n'obtient pas forcément avec ces programmes, c'est le changement du comportement en classe. Ça appartient à d'autres. Alors là, c'est plus finalement pour le coup les approches d'aménagement scolaire. Et tout ce qui est habileté sociale de l'enfant, qui sont des points aussi importants dans le TDAH qu'on ne détaillera pas ici, mais qui ne sont pas finalement conditionnés par ce type de programme. Mais c'est vraiment pour l'ambiance familiale, les relations parents-enfants et tout ce qu'elles vont conditionner par la suite. Et je finirai juste avec les 3 programmes qu'on cite un peu en référence, et surtout parce qu'ils sont disponibles en France. Alors, vous allez me dire pas partout, mais justement, le projet, c'est que ça puisse se généraliser. Donc, il y a ce programme Triple P qui est effectivement validé, le programme de Barclay qui est plus répandu. Alors, j'ai bien vu sur les discussions qu'il y en a beaucoup de parents n'ont pas de programme de Barclay à proximité, mais bon, on va dire que quand même c'est de plus en plus répandu en France. Et nous, on fait un programme aussi sur Montpellier qui est validé aussi pour les plus jeunes, parce qu'on montre aussi que plus les enfants sont jeunes, plus c'est intéressant de proposer ce type de stratégie. Et pour autant, ils n'ont pas encore de diagnostic parce qu'ils sont trop petits, mais c'est le moment idéal pour mettre les choses en place. Donc, c'est vrai qu'il y a une population là sur les moins de 6. Il y a vraiment un intérêt à développer des programmes. C'est le programme Incredible Years qui a été porté par Diane Purper-Wakil dans le service. Voilà. Donc, je crois que j'ai terminé avec ça. Et l'idée, c'est peut-être de partir des questions pour faire une discussion entre voilà. J'ai fini. Je rouvre mon micro parce que j'avais fermé. Voilà, donc je vous remercie à toutes pour vos interventions. Et c'est vrai que je voulais rebondir et puis peut-être aussi donner la parole à, comment elle s'appelle, Frédéric Cancelem, qui est psychologue à l'hôpital Robert Debré et qui a fait des programmes de violence parentale, il me semble, et qui connaît bien aussi, comme le docteur Hubert, les programmes Triple P. Et sur la place des professionnels, et je vais commencer par une question qui m'a un petit peu amusée sur le fil de Zoom, qui dit à quand la guidance pour les professionnels?
C'est-à-dire comment, en tant que professionnel, vous, psychologue, vous vous formez déjà et où est-ce qu'il y a des formations en France, et peut-être que Delphine Cornet pourra aussi nous donner des indications, tous ceux qu'on a parmi vous quatre là, vous pouvez nous dire comment faire naître cette dynamique ou trouver, parce que les parents en fait sont parfois, bon, les formations en ligne, je pense que c'est pas mal, mais comme le dit Sylvie, rien ne vaut une vraie relation pour ajuster, parce que en fait, c'est pas toujours aussi simple à faire, et je comprends bien quand même. Et voilà, merci Frédéric d'activer ton micro, peut-être. C'est bon? Frédéric Anselem. On n'a pas. Ah, ça y est. C'est bon? Ça y est, c'est bon. D'abord, toutes ces approches, elles sont pas mal basées sur les théories de l'apprentissage et donc tout ce qui correspond aux thérapies comportementales et cognitives. Donc, déjà une formation dans cette approche-là, avec en plus une formation sur les troubles spécifiques comme le TDAH, etc., permet déjà, et c'est aussi le cas pour Triple P, de faire de la guidance parentale en individuel. C'est-à-dire que ces programmes, ils sont soit par groupe, soit par Internet, mais ils sont aussi en individuel. Donc, on peut aussi proposer dans le cadre d'un suivi, même d'un patient qui est adressé pour un TDAH, proposer aux parents une partie de guidance parentale. Voilà. Et la formation, elle se fait soit alors pour le coup Triple P, on s'est formé en Suisse avec Alexandre Hubert parce qu'il n'y avait pas de formation en France. Elle va peut-être se développer grâce d'ailleurs au docteur Hubert. Et puis, pour les TCC, on peut trouver des formations. Il y a des formations en DU ou à l'Association française de TCC. Et d'autres formations, Berkeley aussi, sont des formations qu'on peut faire en France. Donc voilà, les professionnels peuvent se former à ces approches en les affinant, en se spécialisant dans les troubles différents qu'ils veulent aborder. Merci. Delphine, peut-être, ou Oui. docteur Hubert? Oui, sur peut-être Alexandre, sur les questions qui sont plus spécifiques au programme en lui-même, je vous laisserai répondre. J'ai vu un peu défiler les questions. Je voulais quand même souligner que c'est avec beaucoup d'émotion que je les lis parce que il y a un fil rouge quand même, c'est l'épuisement dont vous témoignez tous. Et j'imagine que c'est encore plus accru dans cette période. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous lis. Je soulignerais que la guidance parentale ne peut pas remplacer et ne remplace pas l'accompagnement par des professionnels formés. L'objectif en France est bien de structurer le parcours avec des professionnels formés au TDAH et de mettre fin, s'il y a encore, et j'entends trop souvent le dire, des territoires où on culpabilise les parents et où on tire des conclusions sur les méthodes éducatives avant de comprendre qu'il y a un trouble derrière, de mettre fin à cela. Donc l'objectif est bien, d'informer sur le TDAH, de structurer le parcours, du repérage de diagnostic et à ce qui suit derrière, et trois, excusez-moi avec les mains, de mettre un continuum dans tout ça et de considérer que la guidance fait partie de ce continuum-là et que ça n'est pas pour remplacer les professionnels, que vous ne devez pas devenir professionnel à la place des professionnels. On est là pour aider l'ensemble de la vie familiale. Donc, voilà un peu l'objectif. Du coup, je lis sur les questions aussi qu'il y a beaucoup de vide dans l'information sur les programmes de guidance. Et effectivement, en France, on a besoin de mieux informer sur les programmes de guidance validés internationalement et nationalement. Et ça, c'est fondamental et cette séance Zoom en fait partie. On n'est pas plus promoteur à la délégation de Triple P que d'Incredible Year sur du programme Barclay. Il se trouve que dans le cadre du confinement, on a réussi à obtenir la gratuité de Triple P et donc et on a un intérêt majeur
c'est que vous puissiez vous connecter, tester le programme et qu'au moment où on essaiera de trouver les canaux de financement, de structurer l'offre au niveau national ou régional, qu'on puisse avoir une meilleure idée des retours des parents sur ce programme par rapport aux autres. Donc, voilà ce que je voulais souligner. Et il y avait pas mal de questions sur est-ce que Triple P, c'est seulement pour les enfants avec handicap ou seulement pour les enfants avec TDAH. Non, Triple P, c'est pour toutes les familles. Et il y a des modules plus spécifiques sur les TDAH et il y a des modules plus spécifiques sur le handicap, mais c'est pour toutes les familles au départ avec un avancement. Alors, je laisserai Alexandre et Frédéric et nos autres intervenantes spécifier, mais dans le parcours qui part du fait que toutes les familles peuvent avoir un besoin de guidance parentale. Voilà, et je ne vois pas plus les interlocuteurs, dont Christine qui doit modérer les interventions, mais je note aussi que certains soulignent des difficultés à se connecter au programme Triple P, donc je vais relancer les offreurs, enfin le programme lui-même, pour vérifier qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Voilà, et sur quels sont les professionnels à mobiliser pour mettre en œuvre des programmes de guidance parentale. On y travaille. Frédéric, notamment, a fait partie du groupe qui travaille sur l'expertise des psychologues en libéral. Donc, on travaille à définir qui peut être l'interlocuteur des familles. Et effectivement, les psychologues en libéral, comme les psychologues dans d'autres structures, peuvent être les interlocuteurs, mais on n'a pas défini un canal plutôt qu'un autre. Voilà, je m'arrête là. Christine, vous voulez reprendre la main? Non, je pense que ou Alexandre et Frédéric sur… Oui, enfin, il y a encore… alors oui, les gens demandent toujours le lien. Donc le lien, il n'y a pas de souci. Il est déjà… Enfin, je l'ai mis sur la page. Je ne sais pas si j'ai enregistré la page avec le lien quand je l'ai collé. Donc, si je n'ai pas enregistré, je finirai d'enregistrer sur la page où on a fait la promotion de ce Zoom. On va mettre les documents et la page et le PowerPoint et vous aurez toutes les informations de toute façon. Mais je pense que Alexandre pourrait nous parler de peut-être son projet de formation des professionnels. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent quand même comment… là, je voyais, il y avait un témoignage qui disait combien à l'école on commençait à dire à chaque fois que c'était une mode, que le TDAH c'était ça, maintenant on en voit partout, etc. Donc, et comment convaincre les enseignants que non, c'est un vrai trouble, ça existe. Voilà, Alexandre, je vous laisse la parole. Du coup, et juste pour rebondir par rapport à ça, sur les différences qu'il peut y avoir entre Barclay, Credible Years et Triple P, je pense que tous ont la même base et la même volonté de pouvoir aider les familles avec des stratégies qui sont validées scientifiquement. Barclay est plus spécifique pour les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il se trouve que, du coup, je connais un peu les trois parce qu'on a les trois à Robert Debré, donc du coup, j'ai été un tout petit peu sensibilisé. Alors après, moi, à titre personnel, par rapport entre Incredible Years et Triple P, je pense qu'Incredible Years est peut-être plus complet, mais plus long. Et souvent, c'était l'une des difficultés qu'on pouvait avoir, à savoir que c'était plus difficile de réussir Les familles qui sont motivées, elles sont motivées, on les a jusqu'au bout. Ceux qui sont plus réticents, c'est parfois plus difficile de réussir à ne pas les perdre en chemin. Du coup, c'était juste pour ça que moi, à titre personnel, je me suis formé à Triple P, mais au sein du CMP où je travaille, on propose également Incredible Years et on a des très bons retours d'Incredible Years. Donc, pour moi, le but, si vous voulez, aujourd'hui, n'est pas de dire il faut que ce soit tel programme plutôt qu'un autre, mais juste de dire qu'il y a des programmes qui existent, qui ne sont vraiment pas assez diffusés en France. Alors, je sais que Madame Corlet et tout le reste de l'équipe cherchent activement à faire en sorte que ce soit différent, mais juste pour vous illustrer les choses, il y a 2 ans, quand on allait se former avec Frédéric en Suisse, les personnes qui se formaient avec nous, c'était des infirmières scolaires, c'était des éducateurs. Voilà, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de psychologue. Ce que je veux dire, c'est que la guidance parentale,
en France, ça reste encore les éducateurs, les psychologues et certains médecins qui le proposent, mais je pense que c'est accessible à beaucoup de monde et que ce n'est pas du tout assez largement diffusé. Merci. Oui, on est d'accord. Et il y a aussi dans les témoignages, je dirais, et sur Zoom et sur Facebook, qui disent merci d'être là, Madame Corlet. Ça fait du bien de voir que le gouvernement cherche à nous aider. Donc, voilà, les gens se disent, bon, ben voilà, on avance pas vite, on est en retard, mais on essaie d'attraper un peu le train en marche et de bousculer les choses. C'est un peu le but de diffuser cette guidance parentale. Et c'est vrai que l'ambiance confinée fait que c'est parfois plus facile d'organiser. On s'est donné des moyens qu'on n'avait peut-être pas. Et je pense qu'on y a pris goût, parce qu'à faire des Zooms et pour diffuser de l'information, c'est assez pratique. Et je voudrais rebondir sur peut-être Sylvie ou Nathalie, sur les groupes que vous faites, vous, puisque vous n'avez pas fait Triple P encore, mais Incredible Girls, vous avez de l'expérience, et puis Barclay. Et ce serait intéressant que vous nous disiez, vous faisiez un petit débat avec David et Dr Hubert, pour nous dire combien ces méthodes aident les parents, parce que j'en ai vu dans les témoignages, il y a des gens qui posent des questions, mais il y a des gens qui témoignent aussi, et qui disent, moi j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé, etc. Donc je vous écoute. Je crois que Nathalie n'a pas son micro. Oui. Non, mais Sylvie, commence. Voilà. Et puis Nathalie, on va l'activer. Voilà. Oui, donc tu as eu beaucoup de retours sur des parents qui l'avaient fait et qui disaient à quel point ça leur avait apporté, ça leur avait beaucoup apporté. Je n'en Beaucoup, c'est beaucoup dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent il n'y en a pas chez moi. Oui, c'est bien le problème, c'est que ces programmes effectivement font défaut selon les régions. En attendant, quand ils sont présents, ils sont toujours quand même très appréciés. Oui, certains parents peuvent lâcher en cours de route pour diverses raisons. Mais dans l'ensemble, pour ceux qui arrivent à le terminer, il y a un réel bénéfice, que ce soit à l'aide des stratégies, que ce soit grâce aux stratégies, mais aussi à la communication, comme le disait Nathalie Franck tout à l'heure, la communication entre parents. C'est très important, enfin, de comprendre qu'on n'est pas tout seul et que finalement, cette incompétence parentale n'en est pas une. Voilà, on est face à un trouble qui a pris le dessus et on est victime de ce trouble, tout comme l'enfant l'est aussi. Et d'entendre des parents expliquer et exprimer les mêmes difficultés, finalement, c'est assez rassurant. Voilà, de ne plus se sentir seul et de se dire que en plus, il y a des solutions et qu'on va essayer de les mettre en œuvre. Je dis toujours essayer, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas facile. Nathalie, elle a toujours pas son micro. Christine, on ne t'entend plus non plus. Plus mince. Voilà. Ah non. C'est bon? Oui, ça y est, ça marche. Non, mais j'en profite aussi pour accueillir Diane Purper-Wakil, qui est masquée, donc plus difficile à reconnaître, mais qui est donc qui est notre chef de service et qui nous a permis de mettre en place pas mal de programmes. Donc, effectivement, on parlait de Barclay et d'Incredible Girls, entre autres. Après, il y a d'autres programmes aussi qu'on a développés qui sont aussi finalement des programmes d'éducation aux habiletés parentales, et en particulier pour les plus grands, les adolescents, et quand il y a des problèmes de violence. Et ce sont des programmes de résistance non violente. Donc là, ce sont d'autres stratégies. C'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que tous ces programmes, en fait, cette idée de travailler avec des familles qui sont ensemble, c'est quelque chose que moi, je trouve très intéressant pour animer des groupes, parce qu'il y a, c'est riche en échanges. Ça permet vraiment aux autres parents de pouvoir d'être rassurés et de pouvoir communiquer et sortir un peu de la culpabilité. Donc on est très contents, nous, de faire pas mal de groupes dans notre service et de voir que ça va se développer, puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui concernaient les adolescents dans les forums de discussion.
On sait que c'est la tranche d'âge où les programmes type Triple P et Barclay sont moins bien validés. Mais pour autant, comme disait Sylvie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et il peut y avoir d'autres stratégies complémentaires. En fait, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas tout attendre d'une seule technique. L'idée des programmes, c'est aussi de piocher quelques techniques, voir celles qui conviennent ou pas. Et en fait, c'est pour ça que nous, on implémente un peu régulièrement, on propose différentes stratégies inspirées de différents programmes. On essaye de rassurer les parents aussi. Si ça ne marche pas, c'est que l'outil ne convient pas, mais il faut… on avait remarqué aussi qu'on avait une de nos internes qui avait fait sa thèse sur un groupe et on s'était aperçu que finalement, ce qui avait été compliqué aussi, c'était que certains parents s'étaient sentis culpabilisés de ne pas réussir à faire ce que les autres parents faisaient. Donc, on essaye d'être attentif aussi et respecter le rythme de chacun. C'est pas toujours… voilà, moi, je crois que j'ai à peu près tout dit peut-être. Du coup, pour rebondir dessus, justement, ces programmes, et je trouve que ce qui est bien fait dans ces programmes, c'est que l'idée, c'est pas qu'on va parce que programme éducatif, ça fait un peu, on va vous apprendre à être parent. Et en fait, l'idée, c'est de dire, tiens, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir trouver ensemble et qui ont montré de l'efficacité. Et les parents essayent, se donnent des conseils, tiens, on va essayer ça, oui, tiens, ça, on sait, parce qu'on va dire aux parents, tiens, quand vous criez sur votre enfant, il apprend que si on doit se bagarrer pour obtenir des choses. Donc, petit à petit, va émerger entre le parent et les autres parents et la personne qui anime une solution qui vient des parents. Et donc, ça conforte l'autonomie. Ils ne sont plus dans la culpabilité et dans le sentiment qu'on leur a délivré quelque chose. C'est eux qui ont construit quelque chose avec des informations qu'on leur donne. C'est le renforcement positif. Moi, je ne vais pas commenter plus. Je vois beaucoup de questions sur le groupe de conversation qui soulignent les manques tout au long du parcours, et donc les manques en termes de guidance parentale comme en termes de professionnels où certains d'entre vous se trouvent. Donc, on est bien conscient qu'il faut structurer l'ensemble du parcours, dont la guidance parentale, et ça, c'est un des aspects sur des sujets sur lesquels on travaille. Mais voilà, je lis, c'est assez terrible d'ailleurs de lire combien il y a encore à construire et à faire pour que partout sur le territoire, vous ayez accès à un parcours diagnostique structuré, accès à des interventions non culpabilisantes, puisque j'en lis encore qui expriment la culpabilisation de certaines structures, et accès à des groupes tels que Frédéric et Nathalie les ont décrits. Voilà, merci Delphine. Alors, je plaisantais tout à l'heure, mais j'avais coupé mon micro, comme ça personne n'a entendu mes bêtises. Et donc, je voulais dire que j'ai de nombreuses critiques à la fois sur mes SMS, mais elles sont toutes unanimes comme critiques. C'est top. Merci, à refaire, bravo. On se sent soutenu et moins seul. Et c'est vrai que pour rebondir sur votre propos sur le parcours de soins, je pense qu'on va s'y arrêter un petit peu plus, en partie tout au moins, en abordant la question des plateformes. Et je crois qu'on peut confirmer qu'on va faire ce Zoom vendredi à 17h30 avec les intervenants qu'on aura trouvé disponibles et qui correspondent un petit peu aux questions qu'on veut sauver sur les plateformes de prise en charge précoce. Et puis l'ouverture aux 7-12 ans bientôt. Donc, on est vraiment sur démarrer à structurer le parcours de soins. Et je vois que le professeur Diane Purper qui est là, si elle peut se rendre disponible vendredi de 17h30 à 18h30, elle est plus que bienvenue puisqu'elle s'implique beaucoup dans ce processus et que voilà, on sera très heureux qu'elle fait partie du centre de l'équipe, en tout cas du centre d'excellence de Montpellier avec le professeur Amaria Bagdeji. Un dernier point quand même, on a Robert Debré et Montpellier qui sont représentés. Même s'il y a beaucoup de manques dans le territoire, je tenais quand même à souligner qu'aujourd'hui, on a quand même des interlocuteurs très motivés à travailler sur le TDAH dans d'autres centres
centres urbains bien identifiés. Donc, voilà, c'est largement insuffisant par rapport à ce qui remonte dans notre discussion, mais ils sont là et on est mobilisés. Et voilà, les gens autour de cette table numérique sont sollicités par la délégation pour travailler pour vous, et on va continuer à avancer. Voilà. Et je soulignais quand même qu'il y a des soignants et des professionnels qui sont mobilisés sur le TDAH en France. Oui, ils sont, enfin, je dirais, ceux qu'on a autour de la table et bien d'autres qu'on connaît. Qui sont bien sollicités quand même, ceux autour de la table. Hein. Et donc, ils sont très impliqués, très mobilisés. Et c'est vrai que si on n'a pas encore fixé de date pour un Zoom déconfinement, mais on va attendre que le déconfinement ait commencé parce que je pense que les problématiques vont aussi se voir au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on fera certainement appel à l'équipe de Robert Debré qui nous a alimenté en documents pour aider durant le confinement et qui a déjà commencé à publier des documents sur le déconfinement et que je n'arrive pas à suivre pour les mettre en ligne, je suis désolée. Il y a une telle production, on est tous un petit peu sur le fil du rasoir. Et il y a une belle production, peut-être que Alexandre Hubert qui participe à ces documents nous en dire des mots avec Frédéric, bien sûr, je pense. Bah, vous pouvez les retrouver sur pedopsy2bray-sans-accent.org. Il y a des fiches pratiques, on en met, alors c'est pas moi qui gère la page, c'est mon collègue qui est chef de clinique, donc du coup, parfois c'est pas toujours évident parce que c'est pas notre métier de base, mais on essaie de répondre en fait aux demandes des familles. Le point de départ, c'était ça, hein, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait aider en cette période de confinement. Et donc, on essaye effectivement d'envisager comment est-ce qu'on peut aider à envisager le déconfinement. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a des ajouts réguliers. Par contre, je ne serais pas du tout en mesure de vous dire quelles sont les prochaines fiches, parce que du coup, il y en a effectivement beaucoup, donc je m'y perds. Voilà, donc il y avait des fiches sur le déconfinement, mais pedopsy2bray.org, c'est ça. Voilà. Bon, bah, j'ai mis le lien, je ne sais pas s'il est très bien fait, parce que je crois que c'est un accent circonflexe en plus. Donc, voilà. Mais, donc, merci. On arrive à la fin de ce Zoom, voilà, puisque le format veut qu'on fasse court pour que chacun puisse retourner à sa petite famille, à la préparation des repas, parce qu'il faut être multitâche en cette période. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va vous demander de bien vouloir arrêter, sortir de la salle, voilà, quitter là. On va mettre fin à la réunion et on vous remercie tous. On vous remercie aussi pour vos compliments, pour votre solidarité. Voilà, on n'a eu que des petites demandes des demandes tout à fait intéressantes, des questions tout à fait pertinentes et des compliments aussi pour votre implication à tous, parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de se sentir qu'on a des gens, des professionnels qui s'impliquent et vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres qui étaient en ligne, qui sont venus vous écouter, comme Thomas Vilmontex, entre autres, qui est venu assister et qui vous soutient dans le positionnement des psychologues, entre autres, dans cette stratégie. Voilà. Merci à tous. Et puis, on se dit à très bientôt, à très vite. Voilà. Merci. Merci.